Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire de formation Développer l'authentification TLS mutuelle par certificat logiciel pour le téléservice INSI. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints et nombreux à vous être inscrits. Alors, nous allons donc, nous sommes ensemble pour 1 heure environ. Nous vous avons conseillé en prérequis de ce webinaire de prendre connaissance du package 4.00 du téléservice INSI, de la fiche d'information 743 sur l'authentification TLS mutuelle par certificat et de prendre connaissance également du webinaire de formation développer le téléservice INSI. Donc tous ces éléments sont en téléchargement et disponibles sur l'espace industriel. N'hésitez pas non plus tout au long de ce webinaire à nous poser vos questions par écrit. Nous traiterons les questions les plus fréquentes en direct. Nous avons des temps dédiés aux questions. Et dans tous les cas, comme d'habitude, nous répondrons à toutes vos questions puisque la synthèse des questions et les réponses sera mis en ligne sur l'espace industriel. Au programme de ce webinaire, le téléservice INSI, donc Grégory Guazzelli de la CNAM nous présentera le téléservice et nous fera tous les rappels. Nous verrons également le développement de l'authentification TLS mutuelle avec des intervenants du GIE. Emmanuel Pichon du GIE Sésame Vital nous présentera l'annexe du guide d'intégration. Séverine Boiloré nous précisera comment implémenter l'authentification TLS mutuelle. Michael Tardif nous expliquera tout sur le contexte LPS et l'identifiant utilisateur. Et Anaïs Salzac nous fera un focus sur les numéros finesse et les numéros de version erronés et la campagne actuellement en cours. Michael Tardif nous expliquera ensuite la procédure d'autorisation du CNDA. Benoît Müller de l'Agence du numérique en santé nous présentera les certificats et nous parlera de la procédure d'obtention des certificats, de l'auto-homologation et du Ségur. Et enfin, nous verrons l'accompagnement éditeur avec les outils et les canaux de communication dont il faut que vous disposiez. Je vais laisser la parole maintenant à Grégory Guazzelli de la CNAM sur le téléservice INSI. Merci Caroline. Grégory, Alors, tout à fait. Vous m'entendez bien? C'est parfait. très Alors, bien. aujourd'hui, finalement, le téléservice INSI, c'est une déclinaison donc d'un service informatique qui trouve ses racines dans le référentiel INS, l'arrêté référentiel INS qui lui décrit c'est quoi l'INS, le périmètre, les modalités. Et finalement, le téléservice que nous mettons en œuvre, que nous vous proposons, retranscrit et la déclinaison de ce cahier des charges, qu'on peut appeler ainsi, du référentiel INS, et se décline en deux familles finalement de grandes opérations. Donc d'une part, nous avons la récupération de l'INS, la recherche si vous préférez, et d'autre part, la vérification de l'INS. Alors, la première famille, la récupération et la recherche, donc c'est lié à des modalités, on va dire, d'usage qui sont soit l'utilisation, on va rechercher pour un individu, puisque ce sont des opérations toutes les deux qui sont unitaires, je précise c'est important, sur la recherche soit par carte vitale ou soit par une recherche de trait d'identité, donc deux modalités de recherche et de récupération, et à l'issue, quand vous trouvez quelqu'un de manière unique et vous avez une restitution par le biais du téléservice et de ces opérations de récupération de la personne. D'autre part, la vérification, elle, s'inscrit dans un cadre, on va dire, second. Finalement, vous avez à un moment donné récupéré l'identité INS, et là, vous voulez la vérifier. La vérifier, c'est-à-dire s'assurer que la qualité de vos données est toujours au rendez-vous. Et là, vous avez deux modalités, donc deux opérations qui sont proposées par le téléservice. Une qui est unitaire et une qui est en masse, en lot, si vous préférez. Donc, une vérification unitaire qui vous allez soumettre finalement ce que vous allez préalablement récupérer et ce que vous avez aussi identifié dans vos processus métiers d'identité vigilance, par exemple. Et le téléservice va vous répondre OK ou KO. Donc, un OK, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement sur l'identité INS de la personne, ou bien un KO, c'est que là, il va falloir vous, entre guillemets, réassurer, réutiliser
une opération de recherche de récupération de l'INS pour récupérer de nouveau l'INS qui a dû changer entre-temps. Et l'opération de vérification en lot, qui est finalement une soumission d'un certain nombre d'INS par paquet. Et là, vous allez avoir un traitement justement par lot, avec une réponse pour chacun d'eux qui vous permettra d'avoir une gestion de vérification un peu plus déportée ou en batch ou quoi que ce soit, enfin en fonction de vos usages, et sur les principes finalement de vérification de ce que vous avez préalablement récupéré. Alors, historiquement, ces 4 opérations sont accessibles via finalement des modalités d'authentification, parce que là on est dans un petit séminaire de formation qui parle d'authentification, de cartes CPX, donc CPS ou CPE, donc ça c'était, je dirais, l'usage, on va dire, d'authentification qui était historique, mais depuis peu, donc depuis septembre de cette année, pour être précis, vous avez la possibilité de faire une authentification par certificat logiciel. Donc finalement, on a une complétude entre une authentification personne physique, donc les cartes CPS ou CPE, et l'authentification personne morale par justement l'authentification TLS mutuelle, qui va vous permettre justement d'avoir des usages plus au fait, notamment de certaines modalités, et particulièrement dans les établissements de santé. Voilà ce que je peux vous dire sur les opérations du téléservice CNSI. Eh bien, merci Grégory, c'est très clair. Nous allons maintenant continuer avec la partie développement de l'authentification TLS mutuelle. Et je laisse pour cela la parole à Emmanuel Pichon, du GIE Sésame Vital, sur l'annexe du guide d'intégration INSI. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un résumé des modifications apportées au guide d'intégration INSI. Donc, dans cette nouvelle version, on ajoute l'authentification TLS mutuelle par certificat logiciel. Et comme on l'a présenté sur la page précédente, cette authentification fait l'objet d'une annexe à la fin du guide d'intégration. Et le téléservice accepte 2 types de certificats pour l'ensemble des opérations présentées par Grégory. Donc, pour mémoire, donc autant la récupération que la vérification. Donc, ces 2 types de certificats sont INSI Auto pour les appels automatisés et INSI Manu pour les appels manuels. Benoît Muller de l'ANS vous donnera plus d'informations sur ces certificats dans la suite de la présentation. Donc ce nouveau mode d'authentification n'est utilisable que pour le téléservice INSI actuellement. Il n'est pour l'instant pas intégré dans le cadre d'interopérabilité. Par rapport à l'existant décrit dans le guide d'intégration, 2 modifications sont à noter. Donc l'assertion PS, associée habituellement à l'usage d'une carte CPX, n'est pas utilisée évidemment en cas d'authentification TLS mutuelle par certificat logiciel. Et ce mode d'authentification nécessite d'utiliser 2 URL spécifiques qui sont indiquées ici, donc autant en test qu'en production. Donc ces URL sont différentes des URL utilisées pour les accès avec carte CPS, CPE. Les certificats ayant une durée de vie limitée, il est important de penser au renouvellement des certificats avant leur fin de validité. Il est donc recommandé d'effectuer ce renouvellement 3 mois avant la date de fin de validité. Voilà, je propose de passer sur la page suivante. Sur cette page, j'illustre de manière synthétique le déroulement de la négociation d'une liaison sécurisée, donc que Séverine vous détaillera dans les pages suivantes. Donc en résumé, le LPS demande la mise en place d'une connexion sécurisée au serveur de l'assurance maladie. Le serveur transmet son certificat au LPS. Le LPS vérifie la signature et la validité du certificat et envoie ensuite son propre certificat au serveur qui le valide. Voilà, c'est le déroulement décrit de manière macroscopique. Et je passe la parole à Séverine pour la description plus détaillée de l'implémentation.
Oui, alors bonjour à tous. Donc, on va essayer de voir un petit peu plus précisément techniquement comment implémenter cette authentification TLS mutuelle. Alors, juste TLS mutuelle, puisque je vois les questions en parallèle, hein, le TLS, c'est un protocole de transport sécurisé. Et alors mutuelle, c'est une authentification client-serveur sécurisée puisque chacun a son certificat et chacun a sa clé, ce qui évite de transporter des clés dans les canaux et ça évite les piratages. Donc on est bien sur du transport sécurisé. Si on passe au slide suivant, oui, alors juste pour rappel, hein, vous trouverez à votre disposition sur l'espace industriel donc le webinaire de développement de l'accès au téléservice INSI. Voilà, hein, qui sera important, c'est la base de travail pour faire appel à ce téléservice. Ici, on va juste zoomer sur la particularité du TLS mutuel. Mais par ailleurs, vous trouverez les codes exemples Java et C#.net d'implémentation d'appel à l'INSI en mode CPS comme en mode mutuel. Donc voilà, vous pourrez vous appuyer sur ces codes-ci sur lesquels on va zoomer maintenant. Alors juste, on choisit hein, de zoomer sur Java et C#.net puisque c'est aujourd'hui ce qui est le plus représentatif sur le terrain. Voilà, on sait bien qu'il existe d'autres langages, mais à partir de cela, on doit pouvoir décliner sur les autres modes de programmation. Alors, si on regarde dans le slide suivant, donc on va zoomer tout d'abord sur Java. Alors, pour établir une connexion sécurisée, on crée un canal, justement, qu'on appelle un canal TLS, qui va se vouloir mutuel et sécurisé. Et c'est qu'une fois qu'on aura ce canal-là qu'on pourra ensuite faire les appels au téléservice et voilà, appeler l'INS. Alors en Java, comment ça se passe pour ouvrir un canal sécurisé? Il va nous falloir d'une part un key manager, donc qui est particulier au certificat logiciel, puisque le key manager va transporter une clé qui va permettre l'authentification cliente auprès du serveur distant. D'une part, et d'autre part, on va implémenter aussi le Trust Manager qui, lui, implémente le contrôle de certification. Donc, on va voir ça un petit peu plus tard. Donc, pour commencer, le Key Manager, donc la partie qui nous intéresse peut-être plus particulièrement là, va nous permettre donc d'implémenter ce certificat logiciel de TLS mutuel. Donc, techniquement, on va se créer un nouveau Key Manager. On se crée ensuite un tableau de certificats. Le certificat logiciel auto ou manu dont vous parlez Manuel Pichon juste avant, voilà, on va le déclarer comme un certificat PKCS 12 de login et on va l'ajouter à notre tableau de certificats qu'on a créé juste avant pour ensuite aller le lire avec la fonction SSL Key Managers. Donc, on va aller lire notre certificat voilà, qu'on a rempli dans le tableau, ainsi que sa clé, ce qui va nous permettre de remplir notre Key Manager, qui est donc notre livret d'authentification, notre clé d'authentification. Donc, une fois qu'on aura bien rempli notre Key Manager, là, on ira traiter la partie Trust Manager qui est la partie de contrôle. On verra ça dans le slide juste après. Et juste pour finir sur celui-ci, sur l'avant-dernière ligne de code, vous voyez qu'on initialise notre canal avec entre parenthèses, donc le manager, c'est-à-dire notre clé d'authentification, suivi du Trust Cert, là, qui est le Trust Manager, qui est la partie de contrôle. Voilà, et c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir le canal sécurisé. Donc, si on regarde plus précisément dans le slide d'après sur le Trust Manager, alors non, juste avant, parce que là on est parti en C#, voilà. Merci Caroline. Donc pour que ce TLS mutuel s'établisse avec une relation de confiance entre le client et le serveur, il va falloir faire plusieurs vérifications qui sont obligatoires. Donc tout d'abord, il va falloir vérifier la chaîne de certification.
donc avec les certificats intermédiaires, voilà, ce genre de choses. On va aussi effectuer un contrôle de révocation du certificat serveur, mais aussi la signature de ce certificat serveur. Donc, ces parties-là, je ne les ai pas détaillées au niveau du code puisque c'est quelque chose qu'on fait déjà sur les autres TLSI et qui avait pu être vu dans le webinaire INS. Par contre, la particularité et ce qui va venir s'ajouter là sur le TLS mutuel, c'est qu'on va s'assurer que le common name de notre certificat logiciel, donc du certificat client, est bien en adéquation avec le domain name du serveur. Donc voilà, je vous ai mis le bout de code qui nous permet de faire ça. Donc à savoir qu'on va commencer par récupérer le certificat serveur. Par convention, c'est forcément le premier de la chaîne. Donc on le récupère. On va aller récupérer son domaine name. Et on va faire un contrôle donc avec notre common name du certificat logiciel. On va aller voir si c'est bien en adéquation. Donc on va regarder si l'adresse se termine bien par service PS-TLSM. Donc ça c'est particulier à l'authentification mutuelle. Donc on regarde si c'est cohérent et dans ce cas le canal sécurisé pourra s'ouvrir. Donc voilà pour la partie Java. On va faire un petit zoom sur la partie .NET, donc sur le slide d'après. Évidemment, là, on parle de vocabulaire qui est un peu différent. La mécanique reste la même, hein. Alors, en .NET, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ajouter notre certificat d'authentification TLS mutuel. Cette fois, on appelle ça les credentials. Donc, c'est des objets qui permettent de s'authentifier. Et puis, donc, tout comme en Java, on fera le contrôle de certification. Donc, on commence par récupérer notre certificat logiciel P12. On va le déclarer comme notre certificat d'authentification. On va aussi déclarer notre client. Là, le CIR service client, c'est le service client INSI. On va lui déclarer son endpoint sur le TLS mutuel. Et ensuite, donc, on fait la partie d'ajout de notre certificat, auto ou manu. Là, on va l'ajouter au credential du canal qu'on vient de créer. Et ensuite, .NET inclut des fonctions, des fonctionnalités. Donc, on va aller voir dans le slide d'après pour le contrôle de la chaîne de certification sur le check certificate. Et ensuite, vous verrez qu'en .NET, on a une fonction qui s'appelle Server Certificate Validation Callback qui fait la validation de l'authentique mutuelle. Donc, juste dans le slide d'après, Caroline. Voilà, donc tout comme en Java, pour que le TLS mutuel s'établisse avec une connexion de confiance. Donc on va pareil, vérifier la validité de la chaîne de certification, effectuer le contrôle de révocation et de signature du certificat serveur. Et puis on s'assurera que le subject de notre certificat est bien en adéquation avec le domaine name du serveur. Voilà, donc dans le petit bout de code, on fait la vérification. Donc, soit on a une carte CPS. Dans ce cas, on va voir sur servicepsamelie.fr et si on n'en a pas, on fait le contrôle sur le endpoint du TLS mutuel. Voilà pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions particulièrement sur cette partie-là. On a quelques questions. Nous avons répondu déjà à beaucoup d'entre elles. Alors, une question là à laquelle nous n'avons pas répondu. Comment obtenir le certificat PKCS 12? Il est propre au PS avec son propre password ou il est accessible pour l'éditeur? Je ne sais pas, Mickaël ou Loïc, peut-être, vous pouvez répondre à cette question Je peux sur le bien répondre à la... PKCS 12. Ouais, je veux bien répondre à la question, sachant que Benoît n'hésite pas à, à compléter si besoin. En fait, le PS, il va pouvoir... Enfin, de toute façon, c'est la partie de Benoît qui va expliquer ça plus en détail, mais il Je pense va... qu'il n'est pas connecté encore, Benoît. Voilà, D'accord. c'est pour ça. Donc, le PS va se connecter à un portail et il va pouvoir s'authentifier avec sa CPS et faire sa commande de certificat sur ce portail.
Et puis après, aller récupérer le certificat PKCS12 aussi. Je sais que les éditeurs peuvent avoir la délégation de cette commande. Il leur faut une carte aussi. Alors Benoît va vous expliquer ça un peu plus en détail tout à l'heure. Effectivement, merci Mickaël. Nous aurons tout à l'heure une intervention de Benoît Muller de l'Agence du numérique en santé, voilà, qui pourra revenir, enfin qui reviendra d'ailleurs sur tous ces points-là. Alors d'autres questions là qui apparaissent petit à petit, enfin voilà, que vous nous posez petit à petit. Quelle est la version minimale du framework .NET pour faire l'appel? Alors, Les services. oui. Alors, moi, je l'ai développé sur un framework 4.8, mais j'ai dû le tester sur un 4.5. J'avoue que j'ai pas testé sur l'ensemble des frameworks .NET. Donc voilà la réponse que je peux apporter aujourd'hui, en tout cas. Je ne sais pas si Loïc, de ton côté, tu as fait d'autres tests. Oui, bonjour, c'est Loïc. Le TLS 1.2, c'est au minimum, il faut un 4.5. Je crois pas que c'est un 4.5.2. Mais... Ok, alors, je regarde les autres questions. Avez-vous des expériences concluantes en C# sur le bon fonctionnement du code présenté ici lors de son exécution sur Linux, sur un système Linux? Ah, lorsque son exécution se produit sur un système Linux. Je ne sais pas si qui est-ce qui a Séverine peut-être ou Alors, non, moi, j'ai pas de retour du terrain, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été mis en place sur le terrain, sur un système Linux en tout cas. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas expérimenté en Linux. Le code, voilà, qu'on met à disposition est fonctionnel en environnement Windows. Ok. Bon, si on a des experts, enfin voilà, si on a des éléments, voilà, on portera tout ça à votre connaissance dans la synthèse des questions-réponses. Beaucoup de questions là qui apparaissent sur les certificats. Alors ça va plutôt être la partie, voilà, qui pour le coup sont plus, ou même sont carrément sur la partie de l'Agence du numérique en santé. Alors Benoît Muller nous fera son intervention tout à l'heure. Il ne pourra pas rester pour une partie questions-réponses parce que voilà, il est pris par ailleurs. Mais voilà, l'ANS répondra voilà, toutes les questions que vous posez là sur les certificats et vous aurez donc le retour dans la synthèse des questions-réponses sur l'espace industriel. Et oui, et juste Caroline, je vois une question. Alors effectivement, je l'ai pas précisé. Effectivement, le certificat logiciel est accompagné d'un mot de passe. Je vois qu'il y a une question par rapport à ça. Donc oui, il faudra passer le mot de passe en paramétrage en plus du certificat, oui. Voilà. D'accord. Ok. Donc sinon, voilà. Sinon, voilà, je jette un dernier coup d'œil. Ouais. Alors, il y avait une autre question, peut-être bonjour. Quelle est la version Java utilisée pour votre exemple? Sûrement dans les exemples que tu as donnés. Oui, alors j'ai un Java 64 bits et je suis sur un JDK 1.8. Voilà. Ok, bien, merci Séverine. Je t'en prie. Tu voulais rajouter quelque Non, chose non, peut-être, Séverine? non, juste oui que en fait il faut être vigilant à prendre un JDK effectivement plutôt qu'un JRE pour la partie développement. Voilà, je voulais juste D'accord. rajouter ça. Ok, parfait, merci. Donc, nous allons poursuivre notre webinaire et passer
au contexte LPS et identifiant utilisateur avec Michael Tardif. Donc, Michael, je vais te donner la main sur les slides. Voilà. Merci C'est la Caroline. Alors, moi je vais vous parler d'abord du contexte LPS, des choses à mettre en œuvre sur le contexte dans le cas d'une authentification TLS mutuelle, et puis un petit zoom sur les identifiants utilisateurs. Et Anaïs vous donnera un complément d'information sur le sujet. J'ai voulu faire d'abord un petit slide de définition du contexte LPS. Alors, à quoi sert le contexte LPS? Il permet de caractériser le LPS en véhiculant des informations techniques qui le concernent, telles que son nom ou sa version. C'est en quelque sorte la carte d'identité du logiciel. Il permet aussi au serveur de l'assurance maladie d'effectuer des contrôles vis-à-vis notamment du numéro d'autorisation qui est véhiculé dans la balise IDAM. Et puis, enfin, il est décrit dans le cadre d'interopérabilité des TLSI AMO qui est disponible sur l'espace industriel du JE Sésame Vital. Alors, où trouver ce contexte LPS dans le flux? Alors, il y avait Monsieur Majoub là, qui a posé une question. Ça va me permettre d'y répondre maintenant sur la présence de la balise security. Donc, un flux d'appel au service INSI, il va être constitué d'une enveloppe avec une en-tête technique et puis un corps métier. Et c'est dans la partie qui est dédiée, dans la partie technique, dans la partie header, qu'on va retrouver le contexte LPS. Donc vous aurez forcément le contexte LPS, le WS addressing est toujours présent. Le contexte BAM, je ne l'ai pas indiqué là, mais il sera présent en fonction de l'opération que vous allez appeler. Là, en l'occurrence, si vous appelez l'opération de recherche par carte vitale, vous allez avoir un contexte BAM. Vous pourrez voir dans le guide d'intégration que tout ça est assez bien décrit. Et la balise security, eh bien, en autant de TLS mutuelle, l'authentification elle va se faire grâce justement à cette connexion TLS mutuelle. Et on n'a pas besoin d'assertion PS dans le cadre de cette authentification. Donc l'élément security est absent du header dans le cadre d'une authentification TLS mutuelle. J'ai des petits temps de latence, voilà. Alors je voulais maintenant faire un focus sur deux points du contexte LPS. D'abord sur la balise émetteur. Donc la balise émetteur, elle permet d'identifier l'utilisateur qui est à l'origine du contexte LPS. Et on a quelques éditeurs qui nous ont posé la question de savoir comment renseigner cette balise. Eh bien, il y a deux possibilités. Soit vous allez récupérer le champ OU du DN du certificat X509 qui va vous servir à l'authentification TLS mutuelle. Ou alors sinon, vous pouvez récupérer la valeur qui est définie dans l'annexe transverse qui s'appelle source des données métiers pour les professionnels et les structures. Donc c'est l'annexe du CISIS et ça se situe au chapitre 5.5 Structidénat. Le document de référence pour renseigner correctement cette balise émetteur, c'est la PDT Inf 743. Le deuxième point de vigilance que je voulais partager avec vous, voilà, c'est la balise version. Pourquoi? En fait, sa fonction, elle véhicule le numéro de version du logiciel autorisé pour le TLSI appelé. Et comment la renseigner? En fait, il faut que vous renseigniez la version du LPS qui a été déclarée au CNDA
lors du processus de vérification de conformité du TLSI. Et les deux documents de référence à prendre en compte, c'est d'abord, bien sûr, le cas d'interopérabilité des TLSI et MO, et puis on a fait un document spécifique de bonne pratique de renseignement de ces versions. Et vous verrez, voilà, donc on est sur la version 2.0 de ce document. Donc ça, c'était le point que je voulais partager avec vous sur le contexte LPS. Maintenant, sur l'identifiant utilisateur que vous allez, qui doit être utilisé lors de l'appel au téléservice INSI. Alors, l'identifiant de l'utilisateur, lui, il va identifier l'utilisateur à l'origine de l'appel. Et cet identifiant, s'il est correctement renseigné, va se retrouver dans les statistiques d'appel au téléservice INSI que l'on publie sur notre site web et sur data.gouv.fr. Et il véhicule un identifiant. Donc là, ça rejoint ce que disait Grégory Guazzelli en début de présentation. Ça véhicule un identifiant de type personne physique ou de type personne morale en fonction du mode d'authentification utilisé. Alors voilà. Donc, maintenant, justement, sur les modes d'authentification, comment renseigner cet identifiant en fonction des modes d'authentification? Si vous êtes sur un mode d'authentification CPS, bon, j'ai voulu le remettre là, on est sur un webinaire personne morale, mais j'ai quand même voulu refaire un focus là-dessus. Si vous êtes en mode d'authentification CPS, donc l'identifiant véhiculé, ça va être soit un identifiant de personne morale, soit un identifiant de personne physique. Et comment le renseigner? Eh bien, pour les établissements, il faut positionner un numéro de finesse géographique s'il est connu, sinon un numéro SIRET. Pour les autres utilisateurs, on va être sur un identifiant de personne morale, et là, il faut positionner l'identifiant AM de facturation. Le document de référence qui récapitule tout ça, c'est le guide d'intégration INSI, et le champ qui est concerné, c'est le champ identifiant facturation. Maintenant, si on passe sur un mode d'authentification en TLS mutuel, ici, un seul type d'identifiant véhiculé, c'est l'identifiant de personne morale. Et comment le renseigner? En fait, il va être renseigné, ça va être la valeur qui va être renseignée lors de la commande du certificat. Dans l'un des champs de la commande de certificat, vous allez mettre l'identifiant personne morale de l'établissement, et c'est ce champ-là ensuite qui va être récupéré et qui va transiter dans les flux. Le document de référence, et là Benoît Muller vous en parlera après, c'est la procédure de commande de certificat. Je vous ai fait ensuite 2 slides pour résumer, parce que j'ai parlé de pas mal de documents. Où est-ce que vous allez pouvoir retrouver tout ça? Alors, ici, on est dans l'espace industriel du Géosystème Vital. Dans la partie, vous avez un petit onglet projet. Et ensuite, vous allez dans la partie TLSI PS libéraux, sur la partie intégrer un TLSI AMO. Et là, vous allez retrouver d'abord le cadre d'interopérabilité, dans lequel vous allez avoir des informations sur le renseignement du contexte LPS et sur la balise version. Et puis, un focus sur la version du logiciel à renseigner. Donc là-dedans, vous allez retrouver le document qui vous donne un focus particulier sur la balise version. Enfin, du moins, un focus supplémentaire sur les bonnes pratiques. Là, vous allez retrouver le document des bonnes pratiques. Et les autres parties de la documentation, donc là, vous allez toujours sur l'espace industriel, dans la partie service socle Ma Santé 2022, sur le téléservice INSI. Vous allez retrouver dans la PDT 1 743 comment renseigner la balise émetteur, avec notamment le lien direct vers le cadre, vers l'annexe au CI/SIS. Dans la PDT 1 736, qui est la fiche d'information qui détaille le package, la version 4 du package,
vous allez retrouver les liens vers les procédures de commande de certificats pour l'authentification TLS mutuelle. Et puis dans le package INSI, dans le zip, vous allez retrouver la fiche d'information. Attendez, parce que là j'ai. Voilà, 736. Et puis les codes exemples en Java et en .NET dont vous a parlé Séverine, le guide d'intégration dont vous a parlé Emmanuel, qui lui va vous expliquer, va vous reprendre les informations pour positionner correctement l'identifiant de facturation dans le cas d'une authentification par CPX. Donc, je vous disais que ces identifiants étaient importants à positionner. Je vais laisser la main maintenant à Anaïs qui va vous expliquer les actions qu'on mène auprès des éditeurs pour s'assurer que ces identifiants sont correctement renseignés. Oui, merci Mickaël. Donc, on a voulu attirer votre attention sur des problématiques que l'équipe INSI a pu constater sur certains numéros finesse et numéros de version. Donc, le premier concerne les numéros finesse. Mickaël vous l'a dit, c'est le finesse géographique qui doit être véhiculé dans les flux INSI. Et on a pu constater qu'il y avait certains finesses qui étaient des finesses juridiques. Le finesse juridique qui ne nous permet pas d'identifier correctement l'établissement qui a fait l'appel. Donc, c'est très important que ce soit le géographique. Certains finesses sont également des finesses numériques pour les établissements corse, c'est-à-dire qu'ils commencent par un numéro au lieu de commencer par 2A ou 2B qui correspond aux deux départements de la Corse. Et après, il y a différentes possibilités de mauvais numéros. Alors, des numéros de PS, des numéros SIRET qui sont véhiculés à la base du finesse géographique. Il faut faire bien attention à que ce soit la finesse géographique parce que sinon, l'établissement n'est pas identifié et il n'est pas comptabilisé comme tel dans les flux et dans les tableaux de bord que nous recevons. L'autre problématique concerne le numéro de version. C'est bien le numéro de version que vous avez communiqué auprès du CNDA qui doit être transmis dans les flux. Attention, la case compte, donc majuscule, minuscule, il faut vraiment que ce soit identique au numéro que vous avez déclaré lors de votre autorisation. Donc, si on n'a pas le bon numéro de version, l'appel est considéré comme rejeté. Vous recevez bien les données de l'INS, mais derrière, c'est un appel qui est considéré comme rejeté. Et ça peut avoir des conséquences dans le cadre du programme Ségur, car ce sont des données qui peuvent être utilisées pour allouer les financements. Et si les établissements ou si les flux ne sont pas bien comptabilisés, ils n'apparaîtront pas comme tels et pourront affecter les financements derrière. Et donc, on est en train de mener une campagne de contact pour les industriels qui sont concernés. Donc, certains d'entre vous ont peut-être déjà reçu un mail de ma part. On continue de surveiller et d'adresser les éditeurs concernés. Mais après, ça peut tous, à un moment, tout le monde peut être concerné par ces problématiques. Donc, faites bien attention à véhiculer le finesse géographique et le bon numéro de version, vérifiez bien, et comme ça, vous n'aurez pas de problématiques liées au Ségur et liées au tableau de bord que nous recevons. Merci beaucoup. Ok, merci Anaïs. Nous allons prendre maintenant le temps pour quelques questions et vous apporter les réponses. Alors, nous avons des questions sur INSI Manu, INSI Auto. On va laisser Benoît tout à l'heure dans sa partie il va en parler et donc il va vous apporter toutes les précisions là-dessus et sur les cas d'usage. Alors, une question. Est-ce qu'en C#, il y a des schémas XSD pour générer automatiquement le XML? Qui est-ce qui prend cette question? Mickaël? Bonjour Loïc, je vais répondre. Oui, dans le package INSI, on fournit un WSDL et des XSD qui permet de générer du code automatique pour que le XML soit généré. Donc oui, pour répondre, il y a bien des schémas XSD pour générer du code.
Ok, merci Loïc. Alors des questions d'ordre plus général sur les acronymes. Oui, c'est vrai qu'on utilise beaucoup d'acronymes. L'acronyme INS, LPS, donc LPS, logiciel de professionnel de santé, INS, Identité nationale de santé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est à peu près tout. Autrement, encore d'autres questions sur INS, Manu, Auto. Voilà, et sur les certificats, voilà des questions d'ordre plus global sur les certificats, donc auxquelles Benoît répondra tout à l'heure dans son intervention. Voilà, et dans tous les cas, voilà, il y a des questions très techniques ou très spécifiques également à certains éditeurs. Donc ça, on vous apportera les réponses dans la synthèse globale que nous mettrons à votre disposition sur l'espace industriel. Voilà, nous allons continuer le webinaire avec la procédure d'autorisation pour l'authentification TLS mutuelle. Et donc là, je vais laisser la parole et la main sur le diaporama à Mickaël. Oui, merci. C'est à toi, Mickaël. Donc, le CNDA n'a pas pu se joindre à nous, donc je vais essayer de vous faire une présentation sur cette partie. Si vous avez des questions, je pense que, enfin, tout dépendra des types de questions, je ne serai peut-être pas en mesure d'y répondre. Les informations que je peux vous partager, alors j'ai pas la main, j'arrive pas à passer les slides, Caroline. Ah, c'est peut-être mieux là. Normalement, tu as la main. Alors, voilà. Réessaye. Si tu n'y arrives pas, je le fais pour toi. Voilà, c'est bon. Attendez, j'ai le menu qui me gêne. Voilà, donc ce slide, il va indiquer le delta qui est à prendre en compte pour un LPS déjà autorisé. Donc les spécifications du TLS, alors voilà. Donc, de la même manière que pour un logiciel qui n'a pas encore été autorisé, il faut que vous alliez récupérer le package documentaire et puis récupérer la convention d'autorisation sur le site web du CNDA. La partie 2, c'est la partie 2 qui va changer. Si vous êtes déjà autorisé au CNDA, vous avez juste à signer l'annexe 1 des conventions particulières pour INSI. Sinon, faut faire une signature de convention classique. La partie 3, la partie développement, donc pour vous indiquer que si vous êtes déjà autorisé, vous avez simplement un différentiel de test à effectuer pour l'authentification TLS mutuelle. Sinon, vous aurez à repasser l'ensemble des tests qui seront demandés par le CNDA. La partie dépose du dossier est exactement la même. Ensuite, le CNDA va réaliser des tests en fonction de leur modalité. Et petite information, si vous êtes déjà autorisé, vous allez pouvoir utiliser le même numéro d'autorisation. En fait, ça va être, vous avez deux URL différentes pour appeler le téléservice en fonction des modalités d'authentification, et le CNDA, avec ce même numéro d'autorisation, il va vous ouvrir les accès pour appeler l'authentification TLS mutuelle. Et puis après, la partie déploiement qui, elle, de toute façon, ne change rien à tout ça. Donc voilà, c'est vraiment la partie 2 sur l'engagement. Vous avez une signature de l'annexe 1 à faire, un différentiel de test pour la partie développement et passage, et puis après, vous utilisez le même numéro d'autorisation. Voilà, donc ça reprend de façon un peu plus littéraire ce que je viens de vous dire. Voilà, et l'ajout de cette
de cette annexe ne pourra se faire que si le logiciel est déjà connu et que si des conditions particulières INSI ont déjà été signées. Là, c'est deux sacs qui ont été rajoutés. Alors là, vous voyez ici, c'est le différentiel de test par opération. Donc, si vous êtes déjà autorisé, vous voyez, là, vous allez avoir 8 tests de plus à faire, hein, 2 par type de recherche ou de vérification. Et puis ça, c'est dans le cas d'une certification initiale avec l'un des deux modes. Le guide de test indique quel mode d'authentification et type de certificat utilisé pour chaque test. Donc voilà, vous avez soit des INSI, INSI auto, INSI maintenu, ou alors en insertion PS. Pour accéder à la documentation du CNDA, donc sur le site cnda.amelie.fr, dans la partie télécharger les protocoles. Et vous avez la possibilité d'adresser les documents contractuels sous forme numérisée seulement après l'attribution du numéro d'identification éditeur. Donc ça, c'est un numéro qui est interne au CNDA. Côté support du CNDA, comment il est organisé? En fait, après la signature de la convention, si vous avez des questions, vous pourrez accéder au support du CNDA via votre espace personnel et sélection du support téléservice assurance maladie. Là, de mémoire, ça doit vous ouvrir une page sur laquelle vous allez pouvoir envoyer un mail au support du CNDA. Donc, le support du CNDA va intervenir sur tout ce qui est cahier de test et puis procédure d'autorisation. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Après, on y répondra. On y répondra voilà, tout à l'heure. On a encore un temps d'espace Okay. ouais, pour les questions. Voilà. Il y a quelques questions, oui, sur l'autorisation. Voilà, on va y répondre tout à l'heure. Et passons maintenant à la procédure d'obtention des certificats, l'auto-homologation et le Ségur, avec Benoît Muller de l'Agence du numérique en santé. Donc Benoît, on t'écoute. Bonjour à tous, Benoît Muller, je fais partie de l'Agence du numérique en santé, je fais partie de l'équipe d'accompagnement et de déploiement de l'INS. Alors, je ne suis pas un expert des certificats, mais je pense pouvoir répondre à plusieurs de vos attentes avec cette présentation et voilà, voir après peut-être si j'arrive à répondre à toutes vos questions ou pas que vous pourrez me poser. Alors, slide suivante. Alors, je ne vais pas revenir sur la partie de gauche qui concernait les modalités d'identification par carte CPX. Mais si on se focalise sur les certificats logiciels ICS Santé, alors ce qu'il faut en amont, c'est un contrat avec l'ANS auprès des utilisateurs finaux. Petit rappel juste d'abord, c'est qu'un certificat logiciel de production est délivré aux utilisateurs finaux, donc acteurs de la prise en charge. Donc, pour la contractualisation, donc il faudra d'abord que, en effet, les structures contractualistes, les structures salariées ou libérales, si elles ne savent plus si elles sont contractualisées avec l'ANS, c'est après tout simple. Si elles ont déjà commandé des produits de certification, donc que ce soit des certificats pour autre usage, des cartes, par exemple, cartes de professionnels établissement, la CPE, c'est qu'elles ont déjà contractualisé avec l'ANS en amont, sinon elles n'auraient pas été en capacité de réaliser cette étape. Après, sur la partie certificat, pareil, il y a un formulaire dédié qu'il faudra remplir qui s'appelle le formulaire F413 au niveau administratif pour commander des certificats. Et si ce formulaire a déjà été rempli pour commander un certificat MS Santé ou commander un certificat DMP pour l'alimentation du DMP, alors pareil, il n'y aura pas besoin de remplir ce nouveau formulaire pour INSI et la personne qui est habilitée
à commander techniquement puis installer techniquement le certificat pourra le faire dans son espace dédié. On a souvent la question, et ça n'a pas loupé ce webinaire, sur les différents types de certificats. Alors les points 2 et point 3, c'est vraiment des contraintes CNIL, pour le coup, qui nous ont été imposées par la CNIL. La première, c'est de mettre en place 2 types de certificats. Le certificat INSI Auto, qui est vraiment pour les usages, si vous voulez, par batch, au niveau des appels, soit pour l'opération de récupération et de vérification au téléservice INSI, où il n'y a pas forcément d'humain derrière pour la réalisation de l'appel. De l'INSI Manu, où là, vraiment, c'est des appels qui sont réalisés par des humains, mais des personnes qui, jusqu'alors, ne pouvaient pas disposer de cartes CPX nominatives. Et même si vous avez l'usage que de l'un ou de l'autre, il faudra forcément mettre en place les deux, que ce soit INSI Auto et INSI Manu. Et le troisième point, qui pareil est une contrainte imposée par la CNIL pour l'utilisation des certificats logiciels de personnes morales, c'est qu'il faudra réaliser une procédure de sécurité qui s'appelle la procédure d'auto-homologation. Alors, on ne vous demandera pas d'apporter, il n'est pas demandé d'apporter la preuve de la procédure d'auto-homologation qu'elle a été bien faite par tel ou tel type de structure pour commander puis installer le certificat serveur, mais s'il y a un contrôle CNIL auprès de la structure, c'est un des premiers documents qui sera demandé si la structure fait appel au téléservice INSI par certificat serveur. Slide suivant. Ah, t'es allé un peu trop vite. Voilà. Alors, concernant les guides, il y a un guide pour la commande de certificats de test. Bon, pour les certificats de test, c'est vraiment là, pour le coup, à destination des éditeurs pour pouvoir tester l'appel par certificat sur l'environnement de test du CNDA. Donc ça, au niveau éditeur, vous pouvez en commander à votre nom. Et vous avez le lien juste en dessous pour accéder directement à cette page. Slide suivant. Voilà. Et pour les utilisateurs, il existe 3 guides qui sont disponibles également. Et là, vraiment, c'est pour les utilisateurs finaux. Donc, un pour les structures libérales, un autre pour les structures salariées, donc ça va être les établissements de santé, les structures médico-sociales, etc., etc. Et le dernier spécifique pour les laboratoires de biologie médicale. Slide suivant. Alors, la procédure d'auto-homologation, j'en ai parlé un petit peu, je vais l'évoquer en sachant que vous avez un document d'aide sur le site de l'ANS qui vous sera envoyé et qui est un accompagnement en fait pour la réalisation de cette procédure d'auto-homologation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est à partir du moment où on fait des appels au téléservice INSI par certificat serveur qu'il faudra disposer de cette procédure d'auto-homologation. Et si vous regardez le contenu, c'est quelque chose qui reprend certains éléments de l'AIPD, notamment l'analyse d'impact à la protection des données, où il vous est demandé notamment de faire il est demandé au site, aux utilisateurs de faire un récapitulatif des différents logiciels qui soit feront directement appel au téléservice INSI, mais ou vers lesquels l'INS va être propagé. Il faudra faire des rappels des modifications électroniques utilisées, des habilitations qui sont prévues, et la durée de conservation des traces, identifier les risques principaux, les modalités de supervision qui ont été mises en place au niveau local, et pareil, la procédure à suivre en cas de suspicion de violation des données. Voilà. Tout ça, c'est le contenu du support documentaire qui devra être présenté en commission d'auto-homologation et qui, derrière, alimentera le PV le registre RGPD. Alors, slide suivante. Alors, on a fait un lien avec le Ségur et notamment le programme SONS qui vise plusieurs couloirs. Donc, il y a 6 couloirs. Donc, les structures sanitaires, le médico-social, les professionnels libéraux, la radiologie, la biologie et les officines. Et en fonction du couloir et des différents profils au niveau de la vague 1, on demande ou non
l'obligation de mettre en place pour obtenir les financements, pour être référencé Ségur, puis après obtenir les financements et l'équipement, la mise en place du certificat serveur. Alors pour les structures sanitaires, que ce soit pour n'importe quel des profils, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas un prérequis, ça peut se faire par carte CPX. Au niveau du médico-social, donc le profil DUI référentiel d'identité, lui devra disposer de l'appel par certificat serveur pour pouvoir être référencé Ségur. C'est pareil pour les professionnels libéraux, uniquement pour le profil centre de santé. Si on va à la slide suivante. Pour l'imagerie, pareil, ce sera le profil référentiel d'identité. Et pareil pour la biologie, où il faudra nécessairement avoir l'identification par certificat serveur pour le profil référentiel d'identité. Et pour l'officine, on ne sait pas encore, il n'y a pas le DSR qui a été publié pour l'officine. Voilà là-dessus. Concernant les contacts, alors vous avez plusieurs contacts. Si c'est des questions vraiment INS, déjà vous avez la page INS où il y a une page consacrée aux éditeurs, et notamment c'est sur cette page-là que vous allez retrouver l'aide les documents, le guide d'implémentation, le référentiel national d'identité-vigilance, etc., etc. Vous avez deux adresses de contact, celle de Margot Buguet et de moi-même si vous avez des questions sur l'INS, en sachant que vous pouvez passer aussi par le centre de service du GIE Sésame Vital. Et si c'est vraiment des questions spécifiques sur les certificats serveurs, vous avez une page également dédiée sur le site de l'ANS et l'adresse de contact qui est mon service client. Voilà là-dessus. Ok. Merci Benoît. Oui, on a beaucoup de questions sur les certificats. Voilà, donc, on te les transférera et puis voilà, vous retrouverez toutes les réponses à vos questions dans la synthèse que nous mettrons à votre disposition sur l'espace industriel. Merci encore Benoît. Donc, nous allons poursuivre notre webinaire avec la dernière partie avant de faire encore une autre pause pour vos questions, l'accompagnement des industriels. Donc, vous retrouverez toutes les informations voilà, dont vous a fait part Benoît sur la plateforme Genius, qui vous explique toutes les étapes à mener dans le cadre du parcours de mise en œuvre de l'INS, l'ensemble des acteurs à contacter, l'ensemble des documentations à consulter. Vous avez l'adresse genius.isanté.gouv.fr. Voilà, nous vous invitons à le consulter. Voilà, cette slide-là maintenant récapitule tous les éléments et les contacts dont vous avez besoin pour mettre en œuvre l'authentification TLS mutuelle par certificat logiciel pour le téléservice INSI. Et voilà, les acteurs et les sites, les contacts. Donc, pour la NAS, vous trouverez sur le site de l'ANS, voilà, qui figure sur la slide, le guide de commande des certificats de test pour les éditeurs, le guide de commande des certificats de production pour les structures, toutes les informations sur la procédure d'auto-homologation, l'annexe CI6, mais également le référentiel INS, le guide d'implémentation et le RNIV. Voilà, vous avez l'adresse sur la slide. Concernant le package d'intégration INSI, vous le trouverez donc bien sûr sur l'espace industriel du GIE Sésame Vital, avec également le cadre d'interopérabilité pour les téléservices intégrés de l'assurance maladie obligatoire, la fiche d'information dont Mickaël vous a parlé tout à l'heure, la fiche d'information 743 spécifique à l'authentification TLS mutuelle et aussi les WSDL, les codes d'exemple dont vous a parlé Séverine tout à l'heure. Donc là, vous avez l'adresse de l'espace industriel et aussi la plateforme et les cahiers de test du CNDA et toutes les informations sur l'autorisation. Ça, vous retrouvez toutes ces informations sur le site du CNDA. Alors, l'espace industriel, bien sûr, ça vous avez compris que c'est indispensable que vous ayez un accès à l'espace industriel. Donc, c'est ce qu'on vous précise ici.
Si jamais vous n'avez pas de compte, en vous connectant sur l'adresse industriel.sesam-vital.fr, vous cliquez sur première connexion et vous remplissez le formulaire voilà, pour nous demander l'accès à l'espace industriel. Et puis, si vous avez besoin encore d'autres précisions ou si vous avez d'autres questions, entre autres sur l'accès à l'espace industriel ou des difficultés, vous nous envoyez un mail à relations-industrielles@sesam-vital.fr. Voilà, un petit point maintenant sur tous les points d'information et les espaces d'échange auxquels nous vous invitons à participer. Alors, vous avez les rencontres industrielles, voilà, auxquels vous pouvez assister, des rendez-vous d'actu aussi que nous mettons en place plus spécifiquement par projet. On en a eu un dernièrement sur IANSI, également des groupes de travail, voilà, des espaces d'échange et de concertation que nous faisons régulièrement, les webinaires de formation d'information, donc comme celui que nous faisons là maintenant. Et puis si vous avez des difficultés spécifiques à votre société ou des questions voilà, pour lesquelles vous n'avez toujours pas de réponse, nous pouvons mettre en place avec l'Agence du numérique en santé des entretiens particuliers, donc en présence du GIE Sésame Vital et de l'ANS. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, nous envoyer un mail sur Relations Industrielles, voilà, en nous disant j'aimerais bien avoir un entretien. Voilà, avec vous, le GIE et l'ANS. Et puis, surtout aussi, le point d'entrée unique, c'est le centre de service du GIE Sésame Vital pour toutes vos questions sur l'INS, questions techniques ou autres questions. Voilà, et notre centre de service est à votre disposition par mail ou par téléphone. Voilà. Les coordonnées figurent sur cette slide. Et enfin, les différents canaux de communication. Donc, on a vu l'espace industriel. Hein. Sur l'espace industriel, vous pouvez télécharger nos packages, mais aussi avoir accès à tout un tas d'informations. Les codes exemples, hein, ils figurent bien. Je voyais des questions, je ne vois pas les codes exemples sur l'espace industriel. Ils y sont, voilà, on vous fera un petit mail pour vous expliquer où, mais aussi des facs, voilà, et d'autres informations plus générales ou de l'actualité, voilà, sur INSI entre autres, mais sur l'ensemble des projets. Je vous invite également donc à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, à notre lettre d'information industrielle. Voilà, nous publions une lettre tous les mois et voilà, on passe en revue l'ensemble des informations importantes vous concernant. Bien sûr, nous vous envoyons toutes les actualités, les invitations donc au webinaire comme vous avez reçu là, voilà, et toutes les informations importantes par mail. Donc, vous êtes dans nos bases et sinon, voilà, si vous nous envoyez un petit message à Relations Industrielles. Et puis aussi, vous pouvez nous retrouver sur Internet, bien sûr, et les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, YouTube. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter un petit moment pour répondre à certaines de vos questions. Alors, non. Des questions peut-être qu'on avait sur l'autorisation tout à l'heure. Alors, en mode CPX, non, on a répondu à celle-là. Faut-il un numéro d'autorisation pour appeler un service INS sur l'environnement de test? Moi, je vais répondre à cette Peut-être question. Mickaël. Oui, oui, il faut un numéro d'autorisation de test. Et donc, c'est lorsque vous allez signer l'annexe 1, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que le CNDA va vous délivrer un numéro d'autorisation de test. Et ensuite, il vous délivrera un numéro d'autorisation de production une fois que vous aurez passé les tests au CNDA. Et, ok, très bien, merci Mickaël. Vas-y, précise. En plus, vous avez une URL dédiée à chaque fois. La première qui sera dédiée pour l'environnement de test, et la seconde qui sera dédiée pour l'environnement de production.
Alors, des questions. Est-ce qu'on aura accès à la présentation? Oui, oui, pas d'inquiétude. Vous aurez accès à la présentation, au replay du webinaire, à la synthèse des questions-réponses. Alors, je voyais des questions aussi sur la partie de Benoît Muller de l'ANS. Où est-ce qu'on peut avoir des précisions sur l'auto-homologation, etc. Donc là, vous retrouverez dans les slides les adresses de Benoît Muller et Margot Buguet de l'ANS, à qui vous pourrez poser toutes ces questions-là. Tout pareil sur voilà, beaucoup de questions sur les certificats. Ouais, voilà, à qui adresser les questions sur les certificats. Ouais, mais quasi exclusivement des questions sur. Ouais, je ne vois que des questions sur les certificats. Voilà. Donc là, nous transférons l'ensemble de vos questions à Benoît Muller et à l'ANS et nous vous apporterons toutes les réponses. Voilà, notre webinaire touche à sa fin et il est temps pour nous, on a même un peu dépassé le temps prévu initialement, de le clôturer. Alors voilà, je vous le disais, vous pourrez accéder au replay, au diaporama sur l'espace industriel. Nous allons le mettre rapidement en ligne. Et voilà, je vous remercie tous pour votre participation. Je remercie donc l'ensemble des participants et l'ensemble des intervenants à ce webinaire. Donc vous étiez nombreux à vous être connectés, hein, voilà, plus de 190-200. Donc merci encore à vous et nous vous disons à bientôt pour un autre webinaire. Au revoir.